5 Sud Radio, parlons vrai. Mon invité ce matin, c'est David Belliard, écologiste, maire adjoint de Paris en charge de la transformation de l'espace public et des mobilités. David Belliard, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sous le feu des critiques. La polémique se concentre sur une scène, une image en particulier, le banquet de drag queens avec un Philippe Catherine presque nu. Est-ce que vous comprenez que cette séquence ait pu blesser, pu choquer ? Alors d'abord j'ai trouvé, pour tout vous dire, la cérémonie assez exceptionnelle. Elle était fantastique, elle était engagée, elle montrait une France qui était une France métissée, diverse. J'ai même envie de vous dire subtile dans ses différences. Il y avait quelque chose de joyeux aussi dans cette cérémonie. Alors moi je n'attendais pas grand-chose. J'ai regardé la cérémonie parce que c'est des moments de communion qui sont extrêmement importants. Et je dois bien vous dire que j'ai été à plusieurs reprises scotché par ce que j'ai pu voir. Et Thomas Joly a fait un travail qui était un travail formidable de réinvention et de réinterprétation de certains moments de l'histoire, ou en tout cas de référents culturels, symboliques. Il s'est expliqué sur cette il a dit scène, pas de référence chrétienne, sur cette scène où il n'y a pas de référence chrétienne. Source d'inspiration, ce sont le festin des dieux, le festin des dieux de l'Olympe. Voilà. Exactement, c'est ce qu'il a dit. On voit bien que tout ça est quand même pour beaucoup un prétexte. La question du blasphème, ou en tout cas de l'ironie sur une image qui est une image effectivement connue, chrétienne, qui fait référence d'ailleurs à un tableau extrêmement connu de Léonard de Vinci. Il y avait une ambiguïté quand même un petit peu entre ces deux tableaux, non? L'ambiguïté, vous savez, je pense pas qu'il y ait d'ambiguïté. Tout ça, je pense que pour beaucoup, j'entends la sincérité aussi de certaines personnes qui peuvent être choquées, mais vous savez, pour beaucoup, je trouve que tout ça est un prétexte, et notamment sur tous les tweets ou toutes les attaques de l'extrême droite que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. À partir du moment où il n'y a pas de références qui sont des références religieuses, on voit bien quel est le problème. Le problème, c'est que cette scène, justement, ce tableau, comme l'a expliqué Thomas Joly, en fait, il représente quoi? Il représente des personnes queer, il représente des personnes LGBT, il représente des femmes aussi, qui sont des femmes puissantes, puisque c'est une femme qui est au centre du tableau. Donc on voit bien que cette représentation aussi de la société, d'une certaine manière, mais qui est aussi la société française, eh bien elle dérange. Elle dérange, quelle que soit d'ailleurs la référence, quel que soit d'ailleurs le côté soi-disant ou peut-être religieux. On voit que le fond de l'affaire, c'est que une partie, et notamment de l'extrême droite, une partie de minoritaire de la... Elon Musk aussi qui parle d'un passage extrêmement respectueux envers les chrétiens. Pardon, mais Elon Musk, on sait quelles sont ses obédiences politiques. On sait qu'il soutient aujourd'hui Trump, 45 millions de dollars. Il a donné pour sa campagne électorale. Donc on voit bien que tout ça est porté par des mouvements qui sont des mouvements réactionnaires, minoritaires, je le dis, minoritaires. Lorsqu'on voit les sondages qu'ont fait le CIO sur qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie, on voit qu'il y a plus de 85%, je crois, des Français et des Françaises qui ont apprécié cette cérémonie, et plus de 70% de gens à l'international qui ont trouvé cette cérémonie formidable. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a une minorité de gens qui ne sont pas d'accord ou qui sont irrités, agacés par une certaine vision de la société qui met les femmes en avant, qui met les minorités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, les personnes racisées, les LGBT, les personnes queer, bref, toute cette société de la diversité, toute cette société de la différence, et aussi une société qui est joyeuse, insupporte une minorité de personnes, et en particulier l'extrême droite. Moi, je trouve que ce débat-là, eh bien, on trouve comme prétexte la question pseudo-blasphématoire sur à partir d'un tableau d'inspiration en tout cas chrétienne, en tout cas qui représente quelque chose. Jean-Luc Mélenchon sur la question du blasphème. Mais en vérité, on voit bien ici il y a une confrontation de vision de la société très profonde, très forte, qu'on a vu d'ailleurs ces dernières semaines avec les élections législatives, qu'on va continuer à voir. Et moi, je suis très heureux que pour une fois, devant des millions, des centaines de millions de personnes, on ait montré la France aussi telle qu'elle est, c'est-à-dire une France qui est métissée, qui est une France où les femmes sont extrêmement présentes, qui est une France aussi où toutes les minorités peuvent s'exprimer. Moi, j'ai été très fier de cette cérémonie, et je viens de le dire ici, et vous connaissez ma position sur les Jeux Olympiques, qui a été extrêmement critique, et pourtant, eh bien, cette cérémonie-là, elle a montré une belle France. La France des territoires, la France rurale, est-ce qu'elle a été oubliée dans cette cérémonie que certains dénoncent comme parisianiste d'une certaine manière?
Vous savez, la France des territoires, moi, je viens de Haute-Saône, ouais. je viens de la campagne, j'ai vécu là-bas, ma famille est encore là-bas, et j'ai comme beaucoup de Parisiens cette double culture d'une certaine manière, qui est à la fois une culture urbaine et une culture extrêmement rurale. La France des territoires, la France rurale, elle n'est pas celle qu'on veut bien nous faire croire. Bien sûr qu'il y a une différence, évidemment, mais la France des territoires, il y a des personnes, des couples gays, des couples lesbiennes qui vivent dans des petits villages. La France des territoires, c'est une France aussi qui est une France solidaire, c'est une France qui aime aussi la diversité. Bien sûr qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de sujets auxquels il faut répondre, de craintes, et je le vois, je viens encore une fois, d'un département qui a mis ces deux circonscriptions de la Haute-Saône ont placé le RN en tête et ce sont 2 députés RN. Donc je vois bien qu'il y a un sujet. Mais par contre, je suis contre la caricature qui est faite de cette France des territoires. La France des territoires, elle était autant représentée dans cette cérémonie. Et d'ailleurs, je constate que quand 88% des Françaises et des Français trouvent que cette cérémonie était positive, j'imagine que ce n'est pas que la France, pas que la France des villes. Il a pu choquer un certain nombre de personnes. Parce que ce n'était pas son intention. Parce que son intention n'était pas de choquer. Et d'ailleurs, je lui reconnais, je lui fais ce crédit de ne pas avoir voulu choquer, parce que c'est une cérémonie qui se voulait rassembleuse. Je pense simplement que, au-delà de quelques personnes qui peuvent avoir des critiques très sincères de tout ça. Et je l'entends, il faut l'entendre. Je pense que tout ça a été quand même profondément instrumentalisé par l'extrême droite, par le Rassemblement national, notamment sur les réseaux sociaux, alors qu'elle ne reflète qu'une infime minorité de la population. Beaucoup de gens, et une grande majorité de nos concitoyens et concitoyennes, se sont retrouvés dans ces cérémonies. Il y a des séquences qu'on aime, des séquences qu'on aime moins. Quelle séquence vous avez préférée vous-même dans cette cérémonie d'ouverture? J'aurais envie de vous dire Céline Dion, regardez, quelque chose de très fédérateur évidemment, puisque Céline Dion c'est quand même un peu un de nos monuments culturels, j'ai envie de vous dire. Non, il y a beaucoup de séquences que j'ai apprécié, la séquence de Marie-Antoinette qui fait énormément débat, mais peut-être décapité alors qu'on avait des têtes couronnées peut-être dans les tribunes officielles. Oui, mais c'est aussi l'histoire de la France. Vous savez, c'est cette histoire-là qui peut être aussi une histoire sanglante. C'est aussi l'histoire des droits humains. C'est aussi l'histoire de la conquête de la liberté. C'est aussi l'histoire de l'arrivée de la République et de la fin de la monarchie. Et cette histoire-là, elle doit être racontée. Moi, ça m'étonne pas, encore une fois, que un certain nombre de personnes, ou peut-être de pays, ont pu être choqués parce que ça raconte aussi l'histoire de la liberté. Et pour reprendre peut-être une image, qui est une image un petit peu plus poétique ou fédératrice, évidemment ce cavalier sur l'eau, cette cavalière sur l'eau, avec d'ailleurs de l'artisanat nantais. On voit bien qu'il y a quelque chose de magique là-dedans, dans cette image-là, et je crois que cette image-là, eh bien, elle peut tous et toutes nous rassembler. Un mot sur la vasque olympique. Son créateur appelle à la laisser, demande à la laisser dans les jardins des Tuileries après les Jeux Olympiques. Est-ce que vous y êtes favorable à titre personnel, Alors d'abord, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui demandait à ce que cette vasque elle soit pérenne. Moi, vous savez, encore une fois, je pense qu'il faut garder des Jeux Olympiques, et quels que soient les événements, les choses qui sont les plus positives. Il faut les pérenniser, comme on dit. On va le faire avec les pistes cyclables, c'est moins joli, mais c'est aussi très utile. Et donc, on va le faire avec un certain nombre de choses. Cette vasque-là, moi, j'ai découvert comme tout à chacun et tout à chacune lors de la cérémonie. Je trouve ça très très beau. Je trouve ça très poétique, je trouve ça un peu magique d'ailleurs, et donc à titre personnel, j'y suis évidemment très favorable à ce qu'on puisse trouver une place à cette vasque dans le paysage parisien. Maintenant, la décision, elle ne m'appartient pas, et je pense que nous aurons, j'imagine, à la rentrée, beaucoup de discussions et de débats sur ce sujet, mais gardons des événements et de ce type d'événements, pérennisons ce qui est beau, ce qui est utile. Et ça, je crois que ça en fait partie. D'ailleurs, ça a été très vite approprié. Je l'ai vu par les gens. Hier, il y avait encore beaucoup de monde pour cette levée. En triathlon, premier entraînement dans la Seine prévu hier annulé. La question de la qualité de l'eau, forcément. Vous restez confiant tout de même pour le début des épreuves? Moi, j'écoute ce que disent les organisateurs et les organisatrices. Effectivement, on va arriver dans un pic de chaleur, de plus sec. Donc, la qualité de l'eau devrait s'améliorer. C'est ce que nous dit aujourd'hui l'organisation. Donc, je n'ai pas de raison de ne pas les croire. J'espère que ça va pouvoir se faire. J'aurais juste quand même dire
un des éléments, je parlais des éléments en tout cas importants de tout ça, la question de la reconquête de la Seine, 1,4 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable, mais plus globalement, au-delà des jeux, la question du fait que les grandes villes, les grandes métropoles, et Paris aujourd'hui ne fait pas exception, se retournent et retrouvent le contact avec l'eau et avec leur fleuve, est une conquête extraordinaire. Et je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui, d'abord de saluer cet investissement qui a été fait, parce que pour le coup, cet investissement, c'est pas uniquement pour se baigner, c'est aussi pour retrouver une ville qui est une ville plus résiliente face au dérèglement climatique. David Belliard, lorsque je vous avais reçu en janvier dernier, vous nous disiez que vous n'étiez pas un grand fan des Jeux Olympiques. Pour qu'ils soient écologiques, ces Jeux Olympiques, il fallait penser à des JO sans public. Est-ce que vous avez changé d'avis ou pas ? Des JO avec un public plus local, c'est ce que je vous avais, c'est ce que je veux dire, pas sans public. Je reste convaincu. Nous verrons. Aujourd'hui, c'est l'heure de la célébration. Vous savez, ces JO, ils sont là. Donc moi, je suis pas pour avoir. Je pense qu'il y a des temps pour tout. Donc aujourd'hui, il faut vivre. Ils sont là. Il faut vivre ces Jeux avec des performances d'ailleurs d'athlètes exceptionnels. J'ai vu hier la performance de Léon Marchand, qui était quand même extraordinaire. À Toulouse. Maintenant, après, il y a la question du modèle. La question des modèles de ces jeux. Ce sont des modèles qui sont des modèles d'immensité, grandiose, liés au sponsoring, liés effectivement au public international. Et je crois, moi, aujourd'hui, que ces Jeux Olympiques, en tout cas le modèle des Jeux Olympiques, n'est pas adapté à la question du dérèglement climatique, de l'accélération des dérèglements climatiques, où nous avons besoin de plus de sobriété et nous avons besoin de réinventer ce grand type d'événement. Et d'ailleurs, je le dis d'autant plus que dans tout ça, on nous a annoncé qu'on allait accueillir les JO 2030 dans les Alpes d'hiver, françaises, dans les Alpes françaises, alors que nous avons des niveaux d'enneigement qui vont être, et nous le savons, de plus en plus réduits, où nous finançons déjà des canons à neige pour tenir, pour faire survivre cette économie. Vous voyez, il y a une forme d'absurdité dans tout ça. Ça vous met en colère ? Mais d'abord, ça me met en colère qu'on utilise la séquence des Jeux Olympiques parce que tout le monde est évidemment aujourd'hui très positif et donc du coup ça écrase d'une certaine manière les débats nécessaires sur ce type d'événement. Et puis encore une fois, on vient nous annoncer l'arrivée des JO 2030 alors que nous n'avons pas de gouvernement, que nous ne savons pas si la loi qui permettra, en tout cas c'est la garantie financière, parce qu'il y a une garantie financière qui est demandée par le CIO, va pouvoir être votée par une Assemblée nationale dont nous ne connaissons toujours pas la configuration majorité-opposition. Vous voyez bien qu'on a là quand même quelque chose de l'ordre de l'absurdité sur un événement qui ne correspond à rien en termes de logique sur la question du climat ou sur la question de la préservation des écosystèmes montagneux. Donc vous voyez bien qu'on a ici un sujet, c'est un autre débat. Profitons des JO d'été et reparlons des JO d'hiver, si vous le souhaitez, dans une autre émission. Eh ben on aura l'occasion. À la politique, David Belliard, Emmanuel Macron doit-il nommer à Matignon Lucie Castet, la candidate du nouveau Front Populaire? Et si oui, quand? Après les Jeux Olympiques et Paralympiques? D'abord, Emmanuel Macron, il doit respecter la Constitution. La Constitution, c'est qu'il doit nommer la personne qui est présentée par le parti ou la coalition qui est arrivée en tête. La question n'est pas de savoir. C'est la tradition surtout. C'est la Constitution. Et il n'y a pas besoin d'avoir aujourd'hui une majorité. C'est à la première ministre, en l'occurrence Lucie Castet, d'assurer et de travailler avec et de construire une ou des majorités. Je dis des majorités parce que, en vérité, déjà, depuis 2022, nous n'avons pas de majorité. L'Assemblée nationale n'a pas de majorité. C'est une majorité. Ce sont des majorités qui sont des majorités relatives. Donc tout l'enjeu, c'est de ne pas avoir une majorité contre le gouvernement. Et pour ça, effectivement, Lucie Castet l'a expliqué très bien dans une interview hier, dans un titre de presse, que tout l'enjeu était de faire des compromis, texte par texte, projet par projet, et c'est ça aussi, gouverner dans une Assemblée nationale où effectivement, ça n'a échappé à personne qu'il n'y avait pas de majorité absolue qui se dégageait. Donc, oui, le plus tôt possible, Emmanuel Macron doit nommer Lucie Castet et lui demander de construire un gouvernement qui permettra de gouverner ce pays. Lucie Castet, directrice des finances et des achats de la ville de Paris, vous la connaissez bien à la mairie. Lucie Castet qui ne veut pas condamner les propos de Thomas Porte, LFI, à propos des athlètes israéliens qui ne seraient pas les bienvenus en France. Vous regrettez sa position à ce niveau-là? C'est une erreur de sa part ou pas?
D'abord, c'est pas qu'elle ne les a pas condamnés. Je crois qu'elle a utilisé le terme maladroit, ou en tout cas, elle se reconnaît pas dans ses propos. Moi non plus, je me reconnais pas dans ses propos. Écoutez, on va pas faire une polémique de là où il n'y a pas de polémique. La question aujourd'hui, vous savez, je vois bien le petit sujet, qui est les petits, ce qu'on distille dans le débat public pour fragiliser cette candidature, ou fragiliser Lucie Castet. Ne cherchons pas la polémique là où elle n'est pas. Elle a été extrêmement claire. Les propos de Thomas Porte sont de la responsabilité de Thomas Porte. Invitez-le pour qu'il s'en explique. Moi, je ne m'y reconnais pas. Elle ne s'y reconnaît pas. Maintenant, la question n'est pas celle-là. La question, c'est de savoir quand allons-nous pouvoir avoir enfin un gouvernement démocratiquement élu, légitime dans ce pays, et c'est de la responsabilité aujourd'hui du président de la République. Merci beaucoup David Belliard, écologiste, maire adjoint de Paris en charge de la transformation de l'espace public et des mobilités. Merci d'avoir été avec nous ce matin et très belle journée à vous.